Dernier rendez-vous de l'information de la semaine. Bonsoir, bienvenue. Tout de suite, le sommaire. Le dossier Laurent Métoyon et ses co-accusés a fait l'objet d'une requête en inconstitutionnalité de l'intervention du Conseil des ministres qui a rendu public les rapports avant de les traduire devant la haute juridiction. C'était au cours de l'audience publique du jeudi 8 novembre dernier. À suivre dans un instant. L'honorable Dakwe Sossou a procédé à l'installation officielle du réseau des jeunes leaders de Rouen, un village situé à 3 km de la ville de Lokossa. Une installation qui entre dans les perspectives des prochaines législatives. Nous y reviendrons dans cette édition. Le sélectionneur des écureuils du Bénin, Michel Dissué, a expliqué à la presse sportive les motivations de ses choix sur la liste des 22 joueurs retenus pour le déplacement sur Bakao ce matin à la salle de conférence du ministère des Sports. Les détails dans un instant. À nouveau, bonsoir. L'honorable Dakwe Sossou a procédé à l'installation officielle du réseau des jeunes leaders de la commune de Lokossa le mercredi 31 octobre 2018 dernier à Rouen, un village situé à 3 km de la ville de Lokossa. À cet effet, l'élu de la 18e circonscription électorale a rappelé à ses militants que la tâche qui les attend nécessite plus de méthode que d'agitation. Suivez cet élément pour plus de précision. C'est dans une ambiance empreinte de gaieté, de brassage et de fraternité que s'est déroulée la cérémonie solennelle marquant l'installation du bureau exécutif des jeunes leaders FDU de la commune de Lokossa. Cette installation s'est déroulée sous l'égide de l'honorable Dakwe Sossou, leader charismatique des Forces démocratiques unies, FDU. Membre du bloc Les Progressistes, l'élu de la 18e circonscription électorale a procédé à l'installation de 250 jeunes leaders dans les 5 arrondissements de Lokossa. Conscient des enjeux électoraux en perspective, ces jeunes leaders promettent une victoire écrasante au bloc Les Progressistes dans tout Lokossa. L'honorable Dakwe Sossou reste et demeure le seul politique qui a toujours placé la jeunesse au centre de toutes ces activités politiques dans la 18e circonscription électorale. Nous sommes ici ce soir pour installer une machine de combat, une machine puissante, une machine qui aura pour pièce des jeunes confiants, fidèles et déterminés à poursuivre et à terminer avec la manière aux côtés du grand leader les prochaines échéances électorales. Cette cérémonie a connu la présence des chefs de quartier et de village de Lokossa. Occasion pour l'ancien maire de la ville de Lokossa, Dakwe Sossou, de remercier ses anciens alliés politiques qui sont revenus au sein de la troupe. Il a par ailleurs loué l'organisation et la détermination de ces jeunes leaders et souhaité qu'il n'y ait plus à l'avenir une distinction remarquable qui pourrait les différencier de sa personne. Aussi, Dakwe Sossou leur a rappelé leurs responsabilités respectives tout en tenant compte du contexte politique qui est en pleine mutation. Chers leaders, votre présence dans cette salle est un signe fort de l'émergence d'une jeunesse qui veut apprendre. C'est aussi le témoignage qui rassure la pérennisation de nos actions politiques et sociales dans notre chère commune. Chers jeunes, quel sens notre existence aurait si autour de nous n'existaient des jeunes dynamiques comme vous pour assumer une relève de qualité, déterminée et dévouée. Rassurez-vous donc qu'au-delà du caractère politique que revêt la cérémonie de ce jour, elle consacre bien aussi la naissance d'un lien de travail, d'amitié et d'échange d'expériences sacrées qui imposera à chacun
le sens de la responsabilité. C'était de grands moments d'échange, de partage d'expériences et de convivialité. L'honorable Dakpe Sossou, par la même occasion, invite ses jeunes leaders à avoir comme moule idéologique la discipline, l'humilité, le courage, l'abnégation, la fidélité et le respect des aînés. Aussi, l'unité à travers une synergie d'action pour plus d'efficacité et d'efficience leur a été recommandée. Le code électoral, la réforme du système partisan et bien d'autres réformes du président Patrice Talon ont fait objet de débats et d'explications profondes. Dakpe Sossou, à travers cette action, promet une victoire certaine au bloc des progressistes de la majorité présidentielle pour les élections législatives de 2019. L'audience publique de la Cour constitutionnelle de ce 8 novembre a statué sur la requête contre le président de la République et autres institutions publiques pour violation de la Constitution en ce qui concerne l'utilisation du drapeau national et emblèmes nationaux sur les dossiers officiels. Elle a déclaré la requête irrecevable. Le dossier des recours 1885/316-17 1899/319-17. Décision DCC 18-218 du 8 novembre 2018. Monsieur Jean-Marie Noël Akpassé forme devant la haute juridiction un recours contre le président de la République pour violation des articles 3, 35, 53 et 124 de la Constitution et 34 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle. Saisi d'une autre requête en date à Cotonou du 13 novembre 2017, enregistrée à son secrétariat, par laquelle M. Jean-Pierre Dégué Capot forme devant la haute juridiction un recours contre le président de la République, la direction de la communication de la présidence de la République, le gouvernement et ses structures décentralisées pour violation de l'article 124 de la Constitution. Considérant que les requérants exposent que la Cour constitutionnelle, dans sa décision DCC 17057 du 9 mars 2017, a déclaré contraire à la Constitution la disposition des couleurs nationales telles que présentées sur les documents officiels, que cependant le président de la République ne s'est pas conformé avec, disent-ils, la diligence nécessaire à cette décision, méconnaissant ainsi les articles 3, 35, 53, 59, 124 de la Constitution et 34 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle. Considérant que les deux recours portent sur le même objet et tendent aux mêmes fins, qu'il y a lieu de les joindre pour y être statués par une seule et même décision. Considérant qu'au terme de l'article 124, alinéas 2 et 3 de la Constitution, les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent au pouvoir public et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles. Que par décision DCC 1884 du 18 septembre 2018, la haute juridiction a dit et jugé que, citation, le fait pour une institution publique ou une structure privée de puiser des éléments de l'emblème national pour composer son support visuel n'est pas contraire à la Constitution. Qu'en l'espèce, les supports querellés ne sont pas constitutifs de l'emblème national au sens de l'article 1er-3 de la Constitution. Que le président de la République n'a pas violé la Constitution. Fin de citation. Que l'autorité de la chose ainsi jugée se heurte à la recevabilité des requêtes de messieurs Jean-Marie Noël Akpassé et Jean-Pierre Dégué Capot. Décide, article 1er. Les requêtes de messieurs Jean-Marie Noël Akpassé et Jean-Pierre Dégué Capot sont irrecevables. La procédure contre Laurent Métoyon et ses co-accusés a également fait objet d'une requête en inconstitutionnalité de l'intervention du Conseil des ministres qui a rendu public les rapports avant de les traduire devant la haute juridiction. Suivons la lecture de la décision donnée par le président Jock Benou. Le dossier du recours 1993/326/REC-17. Considérant que le requérant expose que le 2 novembre 2017, le Conseil des ministres a rendu compte de ce que messieurs Laurent Métoyon, Célestin Aonon et Moussa Jérémy Mora ont commis des actes de gestion frauduleuse pour avoir autorisé des placements de fonds à la Banque internationale du Bénin dans le seul but de recevoir des commissions occultes.
que procédant ainsi, en affirmant publiquement que les intéressés ont commis de tels actes, le gouvernement a violé manifestement leur droit à la présomption d'innocence et à la défense. Considérant qu'en réponse, le président de la République fait observer, d'une part, que le compte-rendu du Conseil des ministres ne rapporte que des faits portés à la connaissance du dit Conseil, tels qu'ils résultent d'un rapport dont la publication est nécessaire à la satisfaction du droit constitutionnel du citoyen à l'information sur la gestion des affaires publiques, et d'autre part, que le relevé des délibérations du 2 novembre 2017 ne comporte ni qualification de fait, ni déclaration de culpabilité à l'égard de messieurs Laurent Métoyon, Célestin Aonon et Moussa Jérémy Mora, de sorte à nier les droits de ces personnes, qu'il en conclut que c'est à tort que le requérant demande à la Cour de déclarer le compte-rendu des délibérations du Conseil des ministres du 2 novembre 2017 en son point 2.4.2 contraire à la Constitution. Vu les articles 17 alinéa 1 de la Constitution et 7.1.c de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, considérant que le requérant demande à la Cour de déclarer contraire à la Constitution le compte-rendu du Conseil des ministres du 2 novembre 2017, notamment en son point 2.4.2, motif pris de ce que la culpabilité des intéressés n'a pu être établie et qu'ils n'ont pas été mis en mesure de présenter leur défense. Considérant qu'au sens des tests visés, toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public durant lequel toutes les garanties nécessaires à sa libre défense lui auront été assurées. Qu'en l'espèce où la décision du Conseil des ministres ne s'est prononcée ni ne pouvait se prononcer de manière irrévocable sur la culpabilité des intéressés, sans que ceux-ci eussent été entendus et défendus, il n'y a pas méconnaissance des dispositions visées. Décide. Article 1er, il n'y a pas violation de la Constitution. Article 2, la présente décision sera notifiée à M. Arnaud Awadé Obossou, à M. le Président de la République et publiée au journal officiel. La démocratie américaine à l'épreuve des méthodes de Donald Trump. Faut-il craindre pour la liberté de presse? EFITEP du 16 au 24 novembre 2018, de la nouveauté et des enjeux ont été les deux principaux thèmes développés au cours du numéro 210 du Café Média Plus. Des thèmes actuels et essentiels que respectivement Jidénou Steve Coton, juriste international, consultant en gouvernance démocratique, et Eric Hector Humpé, directeur du Festival international du théâtre au Bénin, se sont employés à expliquer aux journalistes afin de faire passer l'information utile. Suivez la substance de ce numéro de Café Média Plus à travers ce reportage. Le 10e numéro du Café Média Plus de ce vendredi 9 novembre a reçu un panel de deux invités sur des questions actuelles et essentielles. La démocratie américaine à l'épreuve des méthodes de Donald Trump, faut-il craindre pour la liberté de presse, est le premier thème sur lequel s'est penché l'invité du CMP, Jidénou Steve Coton, juriste internationaliste, consultant en gouvernance démocratique. Il s'est en effet appesanti sur les tenants et aboutissants du comportement du président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, sur la liberté d'expression. Les Américains sont allés imposer la démocratie et les principes démocratiques avec les armes. Tu vois. Et si aujourd'hui, on revient à constater que ce pays est devenu, en tout cas le président de ce pays se présente comme un danger pour la liberté de presse, je pense qu'il y a matière à débat, il y a une problématique véritable qu'il faut traiter. Quelle incidence le comportement de Donald Trump peut avoir sur ces événements? C'est que, la communauté internationale exigeait de ces différents États la protection non tellement des journalistes d'investigation, mais la protection d'une manière générale de la liberté de presse. Alors, si le président des États-Unis, la première puissance au monde, arrive à désigner les journalistes comme ennemis, c'est que ça apporte de l'eau au moulin des régimes dictatoriaux et qui vont dire, mais regardez le pays qu'on nous présente comme pays de la liberté, de la démocratie. Vous regardez comment le président traite les journalistes. Alors ça veut dire nous avons raison aussi de penser que les journalistes sont des ennemis et que les journalistes peut-être ne font pas bien leur travail ou bien les journalistes ne sont pas totalement
indépendants. La deuxième partie du Café Média Plus de ce vendredi était quant à elle plutôt d'ordre culturel. En effet, la 14e édition du Festival international du théâtre du Bénin, FITEB, profile à l'horizon. Il se tiendra en effet du 16 au 24 novembre 2018 à Cotonou au Bénin. Il était donc de bon ton pour le directeur du FITEB, Éric Hector Onkwe, de communiquer autour du dit événement afin d'apporter les précisions bonnes à savoir. Le FITEB, ça sera quoi? Ça sera des troupes béninoises, des spectacles béninois, et des troupes étrangères, des spectacles étrangers. Mais ça sera un thème fondamental. Le thème, c'est théâtre et engagement civique et social pour un développement durable au Bénin, en Afrique et dans le monde. L'objectif fondamental est de faire en sorte que les créateurs africains aient ces moments-là et leur marché. Nous avons prévu aussi, c'est une tradition au FITEB, les distinctions, marquer des personnalités qui ont marqué tant le FITEB que la production théâtrale au Bénin comme en Afrique. Voilà à peu près ce que nous aurons à faire, évidemment. Les programmations seront tant dans les salles que dans les espaces. La démocratie américaine à l'épreuve des méthodes de Donald Trump, faut-il craindre pour la liberté de presse et FITEB du 16 au 24 novembre 2018, de la nouveauté et des enjeux ont été les deux principaux thèmes développés au cours du 210e numéro du Café Média Plus. Des thèmes auxquels il conviendrait de reconnaître un caractère utile puisqu'ils participent d'une manière ou d'une autre au développement de la nation béninoise. 112 heures après la publication de la liste des 22 joueurs retenus pour le déplacement sur Bakao, le sélectionneur des écureuils du Bénin, Michel Dissué, a expliqué à la presse sportive les motivations de ses choix ce matin à la salle de conférence du ministère des Sports. L'ancien gardien de l'AS Cannes et de l'OGC Nice est conscient du vide que crée l'absence de son leader technique et capitaine Stéphane Sessayon. Cependant, il croit en la potentialité de son effectif. Suivez plutôt. Nous, on est engagés dans cette course à la qualification et d'abord, on regarde nous-mêmes. C'est-à-dire que chaque match qui passe, on veut faire le meilleur résultat possible pour ne compter, n'avoir à compter que sur nous-mêmes. Même si on sait qu'aujourd'hui, on est maître de notre destin, y compris jusqu'au dernier match, quoi qu'il se passe. Donc, c'est une configuration qui est déjà positive, mais concernant ce qui va se passer en Gambie, où les résultats, il faudra aussi compter sur les résultats des autres équipes, et notamment l'équipe du Togo, pour savoir quelle sera leur performance. Nous, on joue 24 heures avant eux, ce qui est un peu dommage, parce qu'ils sauront exactement, mais d'un autre côté, si on fait un excellent résultat en Gambie, ça mettra une pression ajoutée sur les épaules du Togo. Donc aujourd'hui, on est là, on est uniquement focalisé sur ce match contre la Gambie et dans le souci de faire le meilleur résultat possible à Banjul. Vous savez comme moi, Stéphane est un grand joueur, on ne le remplace pas comme ça. Il s'agit de trouver la meilleure formule en tout cas, et c'est une formule collective que l'on va essayer de mettre sur pied. Il y a des joueurs qui sont là, on va voir aussi durant la semaine de travail quelle est l'attitude des uns et des autres, et à moi après à composer la meilleure équipe possible sur ce que j'aurais vu sur les séances d'entraînement, enfin, sur ce que je retiendrai pour affronter cette équipe de Gambie. Maintenant, oui, on sait que Stéphane va nous manquer de toute façon, c'est clair, mais on a aussi un effectif de qualité pour pallier cette absence, et en tout cas ça ne doit pas nous empêcher d'être confiants, ça ne doit pas nous empêcher aussi de continuer à avoir l'ambition de faire un très bon résultat à Banjul et d'avoir l'ambition de se qualifier. Pour réaliser un bon résultat en Gambie, Michel Dissué a dévoilé les stratégies à mettre en place. Toutefois, il invite ses joueurs à ne pas sous-estimer les Scorpions de la Gambie. Suivons-le pour plus de détails. Oui, j'ai déjà mon idée en tête. En fait, il y a deux critères qui sont importants. D'habitude, je ne suis pas un entraîneur qui change tout le temps de système, parce que je dis en sélection,
C'est pas évident, on n'a pas beaucoup de temps pour travailler, mais il faut s'adapter aussi aux réalités de l'effectif et s'appuyer aussi sur ce que je pense être les points forts du moment, quoi. Ou les points faibles, ou du moins arriver à corriger peut-être certaines lacunes. Donc c'est ce qui va guider ma démarche, notamment lors de nos 2 premiers matchs, puisque c'était des matchs à l'extérieur. On avait un calendrier qui n'est pas facile, qui va se terminer par notre 3e match à l'extérieur sur les 4. Donc il s'agit aussi d'être costaud, il s'agit d'être bien à sa tête. Ça ne passe pas forcément par un système à 3 défenseurs centraux. C'est aussi un travail collectif au niveau de l'équipe d'être rigoureux sur l'animation défensive. Je pense qu'on a donné quand même certaines garanties. On fait 2 matchs sans encaisser. Et en Algérie, je pense qu'on a été mis hors de position, mais pas si souvent que ça face à cette équipe, puisque au final, les buts qu'on prend, c'est sur des phases arrêtées. Donc tout ça, ce sont des critères qui sont des bonnes bases. Maintenant, concernant l'organisation que je vais mettre en place avant le match de la Gambie, je ne vais pas l'évoquer ici, quoi. Mais après, cette idée-là de départ, elle demande à être confirmée à travers les séances d'entraînement durant la semaine, quoi. Donc on va voir au fur et à mesure des séances d'entraînement ce qu'il en est de l'état de forme des uns et des autres. Et concernant la Gambie, oui, j'ai une idée. C'est une équipe que j'ai jamais affrontée. C'est une des rares équipes que j'ai jamais affrontée. Donc pour moi, c'est aussi une découverte. Et ce qui m'a frappé, c'est la qualité de l'effectif de la Gambie. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent en Europe et dans des clubs UP, en Italie, à l'Atalanta, à Sampdoria, en Angleterre, en Belgique, à Anderlecht. Ils ont des joueurs vraiment de qualité. Ils ont un très bel effectif. Aujourd'hui, ils sont dans une situation où ils sont mathématiquement pas éliminés. Donc, même si il faudrait vraiment un gros concours de circonstances pour ce qui se qualifie, mais en tout cas, je suis persuadé qu'ils auront à cœur devant leur public de au moins ramener la victoire. Donc, on s'attend à un match qui sera difficile. L'état du terrain aussi à Bangui, on sait que c'est pas parfait, mais ça, c'est pour les 2 équipes. Ce sera à nous aussi à s'adapter à ces conditions de jeu et à trouver la bonne formule. Maintenant, je m'attends à un match difficile. Je ne voudrais pas qu'on pense que notre victoire contre l'Algérie nous permet de prendre de haut cette équipe de Gambie, parce que c'est une bonne équipe et il faudra faire preuve du même état d'esprit que l'on a affiché tous ces derniers temps pour aller chercher un résultat là-bas. La Ligue 1 de football du Bénin aborde sa 2e journée ce week-end. En ouverture de ce second acte, l'AS Police a affronté l'association sportive Hunsou Saka de Porte-Novo au stade René Pleven de Cotonou. Dimanche, Esae FC fera face à l'Énergie de la SB2E sur les mêmes installations. Un adversaire qu'il a battu à l'aller comme au retour la saison dernière lors des play-offs. Mais pour le président Quentin Didavi, le contexte n'est pas le même. Ce n'est pas une foot de guerre et je crois que tout se passera bien. Vous avez parlé de play-off. Esae n'avait plus d'ambition. Esae n'avait plus d'ambition, donc si Esae savait que le gouvernement allait soutenir les représentants du Bénin aux compétitions africaines, Esae allait continuer. Parce que n'oubliez pas, Esae avait été premier de son groupe. Et il n'y avait pas... Les équipes qui étaient dans le groupe d'Esae, vous les connaissez très bien. Si Esae a été premier de son groupe et a certainement sombré au niveau du play-off, c'est parce que nous avions dit clairement à l'entraîneur que nous n'avons pas d'ambition, qu'il essaye tout le monde. Donc moi je ne prends même pas en considération les 2 confrontations contre Énergie. Énergie avait les moyens de participer à une compétition africaine. Énergie a certainement dopé ses joueurs pendant ce play-off, ce que nous on n'avait pas fait. Les joueurs à la limite venaient jouer et rentrer parce qu'ils savaient que nous n'avions pas d'objectif. Être dernier du play-off n'est pas synonyme de relégation en division inférieure. Donc voilà pourquoi ça s'est passé comme ça. Mais je crois que nous saurons prendre notre revanche. Si ce n'est pas au match aller, ce sera au match retour. Rien
rien n'est joué à l'avance. Je crois que nous allons nous y mettre et on verra ce que ça va donner. Je voudrais demander aux supporters de continuer par être confiants. Alors, qui pouvait prétendre aller à Boycon, gagner Tonnerre, qui a commencé les entraînements plus d'un mois avant nous. Parmi les autres affiches de cette deuxième journée, nous avons le choc Béquet-Buffle, demain au stade Bioguera de Bembereke. Les résultats dans nos prochaines éditions. Et voilà, ce sera tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours connectés sur les www.ezaetv.bj. Bonsoir.